Salut à tous. Vous l'avez certainement remarqué, le dernier grand combat des féministes en ce moment est de vouloir féminiser la grammaire pour faire avancer l'égalité homme-femme. Alors en fait, cette lubie n'est pas nouvelle, puisque l'écriture inclusive existe à l'extrême gauche depuis le début des années 2000. Et dans mon jeune temps, il y avait plein de façons de torturer l'orthographe. Mettre des majuscules, des tirets ou encore des points. Mais aujourd'hui, cet usage se répand hors de ces milieux, et au passage, il faut souligner que cette revendication à la base n'est pas une revendication féministe, le féminisme étant traversé par plein de courants, mais spécifiquement féministe radical, qui lui-même ne représente pas l'intégralité du féminisme d'extrême gauche. C'est donc à la base une revendication extrêmement spécifique à un milieu donné. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur cette revendication d'écriture inclusive et démonter les arguments et théories qui la sous-tendent. Il y a deux arguments majeurs d'avancée. Le premier est que le langage porterait une vision du monde et définirait notre façon de penser. C'est un argument qu'on retrouve aujourd'hui jusque dans les recommandations officielles. Ainsi, une autorité dépendante de l'État, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, déclare dans son guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe: la langue reflète la société et sa façon de penser le monde, ainsi une langue qui rend les femmes invisibles est la marque d'une société où elles jouent un rôle second. C'est bien parce que le langage est politique que la langue française a été infléchie délibérément vers le masculin durant plusieurs siècles par les groupes qui s'opposaient à l'égalité des sexes. L'argument part d'un constat historique. La règle du masculin générique, c'est-à-dire qui sous-entend le masculin et le féminin, remonte en France au XVIIe siècle. Elle a été imaginée par Claude Favre de Vaugelas à la demande du roi qui voulait fixer le français. Cette règle a effectivement une origine sexiste, puisque Favre est parti du principe que le plus noble, le masculin, était censé l'emporter. Un autre argument complémentaire qui revient souvent et qui est sous-entendu par le Haut Conseil est qu'écrire au masculin briderait l'imaginaire, et donc contribuerait à la répartition des rôles hommes-femmes. Quand on parle de un médecin, on empêche les petites filles de se penser elles aussi médecins. Quand on dit systématiquement une infirmière, pareil, on exclut les garçons de ce métier. Si le français véhicule le sexisme à cause de sa grammaire, alors il est intéressant de se pencher sur les rapports hommes-femmes dans des pays non francophones, qui ont donc d'autres règles de grammaire, pour voir si la langue véhicule réellement le sexisme ou s'il s'agit d'une erreur d'interprétation liée à la structure particulière de notre langue. Allons d'abord en Afrique et prenons le groupe des langues peules, langues parlées dans une vingtaine de pays de l'Ouest africain, comme le Sénégal, le Mali, le Cameroun, etc. En peul, il existe un terme pour chaque sexe physique qui dérive d'un terme générique non sexué. On a donc une langue parfaitement égalitaire, les mots n'ont pas de genre et on peut exprimer le caractère mâle, femelle ou neutre à l'envie. L'autre grand groupe de langues africaines, le bantou, qui est parlé en Afrique subtropicale, marche à peu près pareil. Théoriquement, on a là un continent où les langues ne sont pas vecteurs de sexisme, correspondent à ce que veulent les féministes radicales, et vont même plus loin puisqu'il y a un genre neutre. On ne pourra pas dire qu'on bride l'imagination des petits-enfants africains. Et pourtant, la situation des femmes africaines n'est guère enviable. Le mariage forcé et l'excision sont des pratiques qui perdurent toujours dans de nombreux pays, et ce n'est pas la modification du langage qui les fait reculer actuellement, mais l'influence des idées occidentales. Là, c'est la théorie de la langue comme vecteur de liberté ou d'oppression qui en prend un coup. Maintenant, revenons en Europe et faisons le chemin inverse, partons du politique. Depuis le début des années 2000, plusieurs pays ont ou ont eu des femmes comme dirigeants. L'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, la Croatie, la Finlande et l'Estonie. Alors, est-ce que les langues de ces pays ont des particularités ? L'allemand a 3 genres, masculin, féminin et neutre, tout comme le croate et le polonais. L'anglais, le finnois et l'estonien, eux, n'ont pas de genre. En fait, en Europe, vous avez 2 types de langues différentes. Les langues avec 2 genres, masculin et féminin, typiquement ce sont les langues latines, et à côté, vous avez les langues slaves et germaniques, qui ont plutôt 3 genres ou alors qui n'en ont aucun. Tout cela peut donner l'impression que ces dernières sont plus égalitaires que les langues latines, et c'est vrai qu'en Europe, les femmes dirigeantes sont issues de pays de langue germanique ou slave, donc on pourrait dire qu'il y a quand même un lien entre la langue et le politique. Mais en Amérique latine, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet et Dilma Rousseff ont récemment dirigé leur pays de langue espagnole et portugaise. Et il faut ajouter qu'en Europe, les femmes dirigeantes des pays sont plutôt issues des rangs conservateurs, comme quoi ce n'est ni une question de structure linguistique, ni une question de couleur politique. La place des femmes dans la société n'a donc rien à voir avec l'existence de genres grammaticaux, la généralisation tirée de l'exemple français est donc abusive, et le fondement idéologique sur lequel repose l'écriture inclusive est faux. Cela s'explique par le fait que derrière l'argument historique et linguistique, qui est très partiel et partial comme on l'a vu, se cachent en fait des idéologies bien particulières, le structuralisme et le post-structuralisme, 2 philosophies qui ont été très en vogue dans les années 60 et 70 à gauche, et qui restent aujourd'hui encore très prégnants dans le féminisme radical. Le structuralisme part du principe qu'il existe des entités, les structures, qui nous guident inconsciemment dans nos actes quotidiens, nous faisant répéter des schémas préétablis dans les différents domaines de nos vies. Ces structures ne sont pas simplement des valeurs ou des schémas que l'on nous aurait enseignés dans l'enfance, mais auraient une forme d'existence propre, hors de la pensée et de l'histoire humaine. C'est un peu comme la psychanalyse qui voit l'influence du sexe partout. D'ailleurs, les structuralistes étaient aussi souvent intéressés par la psychanalyse. Résultat, c'est une philosophie qui voit du symbolique partout. De plus, tous les domaines de nos vies seraient connectés et la structure est un tout cohérent, si bien que les dominations, sexuelles, économiques, culturelles,
s'emboîteraient les unes dans les autres et se renforceraient mutuellement. Et dans cette optique, le langage est un vecteur important de domination, Roland Barthes, un philosophe structuraliste, allant même jusqu'à dire que le langage est fasciste. Alors c'est une philosophie relativement fumeuse et assez abstraite, mais voici un exemple. Appliqué au domaine des arts, le structuralisme revient à dire que les notes de musique contribuent à générer le racisme, car une blanche vaut deux noirs. Et donc, fatalement, remplacer ces couleurs par des formes géométriques, par exemple, contribuerait à réduire le racisme. Voilà pour le structuralisme. Quant au post-structuralisme, au lieu de s'intéresser à l'analyse de la structure, il s'intéresse à comment la briser pour émanciper. Et comme la structure homogénise, nous fait couler dans des moules, le post-structuralisme part du principe qu'il faut visibiliser les éléments qui contribuent à l'hétérogénéité. D'où, concrètement, ces dernières années, la multiplication des sigles sur les questions LGBT. Plus on les multiplie, plus on attaque l'hégémonie de la structure de ce qu'ils appellent l'hétéropatriarcat cisgenre. Maintenant, revenons à notre écriture inclusive. Dans leur lecture féministe, ces théories posent donc comme principe qu'il y aurait un lien logique et de subordination entre les conventions d'écriture et les rapports sociaux. Si le féminin est invisible à l'écrit, il le sera aussi dans l'espace social, économique et culturel. Et inversement, s'il est visible à l'écrit, il le sera partout. Et il découle de ce lien magique entre les différentes sphères que lutter contre le sexisme dans l'une d'elles se répercute dans les autres. Lutter pour l'écriture inclusive, c'est aussi lutter pour l'égalité salariale ou politique à peu de frais. Et si on n'est pas structuraliste, on voit où est l'erreur. Elles mettent une égalité entre genre grammatical et genre sémantique, c'est-à-dire le sexe, alors que l'un est une convention et l'autre une réalité biologique, et que les deux ne sont pas liés. Par exemple, on dit une mangouste et un phacochère, et pourtant je suis quasiment sûr qu'il existe des mangoustes mâles et des phacochères femelles. Et le gros problème dans l'affaire, c'est qu'après avoir infusé pendant 15 ans au sein de la gauche radicale, on nous impose aujourd'hui doucement, sans aucun débat, via des recommandations officielles et des manuels scolaires, des pratiques liées à une idéologie aberrante. Le pire avec ces polémiques sur l'écriture inclusive, c'est qu'on risque par contre-coup de provoquer un rejet des thèmes liés à l'égalité homme-femme. Et pourtant, à côté de certaines inepties liées au structuralisme, eh bien par exemple, tout n'est pas acheté dans le guide du Haut Conseil pour l'égalité homme-femme. Bref, j'espère que maintenant vous comprenez mieux les tenants et les aboutissants du débat lié à l'écriture inclusive. Dans une prochaine vidéo, on verra comment cette idéologie, partie d'un tout petit milieu, a pu arriver jusqu'aux institutions sans aucun débat. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!